les aventures de Tintin et Milou et le journal Tintin. D'autres bandes dessinées. Je lisais les poèmes de Maurice Carême quand j'étais très jeune. Et puis j'ai lu des romans d'aventure, Dumas et autres romans plutôt pour les jeunes adolescents. Donc on est dans les années 60. Moi je suis né fin 50, Oui, donc on est dans les oui, donc 60, on est début 70. dans les premières années 60. Et petit à petit, alors j'ai lu des romans plus sérieux, des Simenon, des Malraux, des Mauriac, des Camus, Stevenson. Je n'ai pas tous les auteurs en mémoire immédiatement, mais je lisais avec plaisir. Et puis j'ai commencé alors à lire des ouvrages de philosophie et des ouvrages de politique, de sociologie politique, etc. Avant cette période, voilà, quand tu étais jeune, est-ce que tu as déjà eu un maître, c'est-à-dire un prof de français qui t'a fait découvrir des lectures et qui t'ont fait aimer ce genre de découverte? J'ai eu de très bons professeurs, mais je ne pense pas que j'ai eu un maître qui m'ait vraiment guidé sur la voie des lectures et que je suivais avec conviction. Non, là, non, pas vraiment un maître. Moi, par expérience, avec un autre ami que j'ai toujours des contacts maintenant, à l'école normale, nous avions eu un professeur de français qui était extraordinaire et qui avait l'art de nous faire découvrir des choses, l'art de les lire aussi. C'est ça un petit peu que je recherche toujours chez les amis que je rencontre. Est-ce qu'ils ont aussi eu la chance de rencontrer ce genre de personnage qui parle avec émerveillement et qu'on se dit, tiens, tout compte fait, j'ai jamais vu un livre sous cet angle-là. On peut découvrir ce genre de personnalité. Dans mon cas, c'est différent. Il n'y a pas de personnalité précise qui vient à l'esprit. Donc voilà, tu arrives alors à l'université où là tu découvres un tout autre genre d'intérêt sur la philosophie, sur le livre un peu plus politique. Et c'est pour ça que tu vas devenir journaliste aussi. Oui, en fait c'était un peu compliqué. Je suis né dans le bain de la littérature, j'ai écrit mes premiers poèmes à 7-8 ans, et puis j'ai fait un journal de bande dessinée vers plus 14 ans. J'ai commencé à écrire des romans, une dizaine de romans vers 17 ans. Et je voulais, dans un premier temps, être écrivain à plein temps. Et beaucoup de personnes m'ont dit, c'était très beau, mais la plupart des écrivains ne vivent pas de leur plume, ils ont besoin d'autre chose pour vivre. Tout le monde n'est pas Georges Simenon ou Agatha Christie. Et donc, j'ai rencontré différentes personnes, y compris des personnes qui ne me connaissaient pas de très près, qui m'ont dit, il vous faut un job et devenez journaliste à Paris, là vous serez vraiment dans la place, vous pourrez être journaliste à Paris et faire vos livres, vous trouverez facilement des éditeurs dans ce réseau, etc. Et donc je suis entré en candidature en sciences politiques, économiques et sociales, tout en suivant les cours du soir à la Maison de la Presse, à l'Institut pour journalistes de Belgique. L'idée était ensuite de faire une école de journalisme en France, parce que le diplôme secondaire n'était pas du même niveau que le baccalauréat, et donc il fallait quand même faire quelques années, au moins un an d'université en Belgique, et ensuite d'être recruté dans un grand journal français, etc., et de vivre de ma plume journalistique, plume d'écrivain. Les choses ne sont pas passées comme ça, parce que j'ai alors été assez mordu par d'autres disciplines que la littérature, au sens où on l'entend classiquement, donc la philosophie, la sociologie, l'économie, la science politique, le fonctionnement des institutions publiques, etc. Et finalement j'ai poursuivi mon cursus en Belgique, mais avec toujours l'idée de devenir journaliste. Et c'est ainsi que j'ai fait parallèlement une licence en philosophie et une licence en communication. Et qu'en 1972, c'est une année assez importante pour moi, parce que j'ai réussi, au
même printemps l'examen d'entrée au journal Le Soir et l'examen d'entrée à la RTBF. Et j'ai perdu brutalement mon père en septembre 1972. Et j'avais cassé mes sourcils pour faire mon service militaire que j'ai commencé en décembre 1972. En fait, j'étais très pacifiste et je m'étais documenté sur objection de conscience, aide au développement, etc. Mais je n'avais pas vraiment le profil pour être efficace, à mon avis, dans l'aide au développement. Je n'étais pas médecin, je n'étais pas agronome, etc. Et d'autre part, l'objection de conscience, je crois que ça durait 3 ans. C'était beaucoup plus long. Et donc, je voulais expédier ça, et donc j'avais cassé mes sourcils, et je voulais faire mon service militaire en Allemagne, puisque c'était 3 mois plus court que le service militaire en Belgique. Hop, j'ai donc été, ayant à peine perdu mon père, j'ai été jeté dans le milieu des casernes, et d'abord à Malines, et puis à Weiden en Allemagne, et finalement dans le Limbourg. Donc là, j'ai aussi beaucoup appris, me semble-t-il, cette fois sur le terrain, en traversant tout. On voit des gens de toute origine sociale à l'armée. J'avais choisi d'être simple soldat, donc j'ai découvert aussi des choses de la société, et j'ai eu des conversations et des amitiés avec des gens de milieux très différents. Mais peut-être que ça s'éloigne. C'est amusant, non, c'est très amusant parce que moi, j'ai perdu mon père aussi brutalement en 66, mais disons là, j'ai abandonné les études et je suis devenu, donc, je suis rentré dans la vie active, important dans ce qu'on va parler par après. Et j'ai fait mon service militaire aussi parce que, bon, étant soutien de famille, je pouvais prolonger, en Londres, j'ai dit stop, sur recommandation de Pierre-Paul Jean, et je me suis retrouvé à la police militaire en 1970. Donc j'ai fait mon service militaire, quelques mois à Arlon, à l'école d'infanterie, puis je me suis retrouvé ici à la caserne Jérusalem. Donc tu vois, on s'est presque croisés, mais après 2 ans, quoi. Après 2 ans. Mais c'est vrai que toi, étant un peu plus jeune, voilà, mais nous avons fait notre service militaire, et je pense que c'est quelque chose qui est très utile, et qu'on devrait réinventer maintenant, non pas peut-être militaire, mais de pouvoir apprendre aux gens à vivre dans une société. Et à pouvoir montrer aux gens que la société qui nous accueille est une société qui est organisée, avec ses devoirs, mais avec ses droits aussi. Parce que bien souvent maintenant, les gens ne voient que les droits auxquels ils ont droit, mais ils oublient les devoirs que beaucoup ont accomplis pour pouvoir offrir. Absolument, je pense que c'est important par l'éducation de sensibiliser les jeunes aux droits humains, bien sûr, et à leurs propres droits. Tu vois, ce à quoi les jeunes étaient confrontés avant. Les devoirs moraux qu'on a par rapport à la collectivité. Voilà. Et donc, je comprends tout à fait l'évolution vers l'armée de métier. Donc, mon idée n'est pas de dire revenons au bon vieux temps où tous les jeunes passaient sous les drapeaux. En revanche, si ils étaient tenus de faire un service civil de quelques mois, je pense que ça leur ouvrirait l'esprit à l'intérêt collectif de manière un peu plus sûre, un peu plus méthodique. Et pourquoi nos hommes politiques n'imaginent pas, ou ne prévoient pas, demander, je crois qu'il y a un projet en France qui va finalement se ramener à moi, si j'ai bien suivi, mais qui pourrait être amplifié, mais qu'il faut financer. Je ne vois pas très bien qui dans le gouvernement serait légitimé à lancer ça. C'est pas le ministre de l'Intérieur, c'est pas le ministre de la Défense. Je ne sais pas. Parce que tu vois, tu t'es posé la question, à un moment donné, nous avions cette possibilité-là. Service militaire ou bien alors autre chose, un service. Voilà. Le jeune qui sort maintenant, on ne lui pose même plus ce genre de questions. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Donc c'est une réflexion qui est partie. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui ont des vocations sociales, disons, à devenir des travailleurs sociaux. Oui, mais là ils sont partis, mais c'est pour les autres. Mais ça devient une profession. Voilà. Donc il y a quand même une cassure entre des gens qui se tuent au service de la collectivité, dans les ONG, dans les milieux caritatifs, etc. Et d'autres qui suivent des parcours purement carriéristes, égoïstes, etc. C'est assez clivé quand même aujourd'hui. Tout à fait. Il faudrait que chacun, à un certain moment de sa vie, soit tenu de faire quelque chose pour la collectivité. De même, moi je trouve qu'il serait souhaitable que
chacun, une fois dans sa vie, se présente aux élections, se présente devant le corps électoral, fasse cette expérience d'être candidat, de s'être documenté sur ce qu'être un élu, d'avoir parlé aux gens dans la rue. Je ne vois pas pourquoi ça doit être réservé à une caste politique, même si elle essaye plus ou moins péniblement de se renouveler. Non, je voudrais qu'on élargisse le plus possible la gamme, le spectre de la pratique politique. Et donc, on devra avoir une norme, au moins une fois dans sa vie. On est candidat, on va devant le suffrage universel, pourquoi pas. Oui, parce que et les gens sont beaucoup plus conscients de ce fait-là que tout n'est pas dans les mains du politique. Le politique agit, c'est lorsque le citoyen n'a pas fait son job de citoyen, me semble-t-il. Oui, sans doute. Mais en tout cas, moi, quand j'ai été candidat aux élections communales à Ettelbeek en 88, c'était une expérience inoubliable. Je trouve que c'est un contact avec les gens qui marque probablement encore plus que le service militaire dont je parlais, mais c'est une manière de sortir un peu de son cadre, de son élite ou de son establishment, ou de ses réseaux habituels. On peut passer du coq à l'âne, mais évidemment, c'est bien de la réflexion que nous avons maintenant ici. On a parlé des enfants, ça fait partie de la vie, de la sphère privée, mais avec l'expérience que nous avons et l'expérience que tu as, avec les jeunes tels qu'ils sont maintenant, qui vont sortir des études, quel serait le conseil qu'on puisse leur donner pour dire, voilà, messieurs, vous allez maintenant, mademoiselle, vous allez maintenant rentrer dans la vie active, du moins nous l'espérons. Qu'est-ce que vous avez imaginé dans cette vie active? Moi, je pense quand même, il faut le dire aux jeunes que le mythe du self-made man est devenu un peu difficile à croire. Donc les diplômes deviennent de plus en plus importants et en général tout se joue entre 18 et 23 ans, c'est-à-dire le type de formation que vous avez choisi, le succès ou non que vous avez rencontré dans vos études, les passeports, si je puis dire, de formation que vous pouvez aligner. Bon, ça n'est pas tout, mais c'est beaucoup quand même. Donc il y a certainement une corrélation entre le niveau de la formation et les talents qui sont liés à ces formations et l'employabilité. Et donc, je ne suis pas sûr que les jeunes soient tous conscients que leur sort, le type de vie, la qualité de vie qu'ils vont avoir, est quand même très fortement corrélé avec le succès et le niveau de leur formation et la diversification de leur formation. Moi j'ai toujours prôné, mais la question est dans ce que je vais aborder maintenant ici, moi j'ai toujours prôné vis-à-vis des jeunes, c'est d'être attentif un petit peu aux voisins, aux amis. Donc c'est ce noyau qui nous entoure, qui les entoure, parce que c'est le premier noyau, ce sont les premiers contacts, ce sont les premières relations. Donc, je vais dire, c'est cette sphère qu'on est en train de tisser, c'est cette toile qu'on est en train de tisser autour de nous qui nous permet d'avancer, non pas seul, mais avec des amis, avec les conseils des amis. Voilà. Or, avec maintenant l'explosion des réseaux sociaux, les gens qui étaient peut-être plus renfermés il y a 10 ou 15 ans d'ici, ont maintenant une possibilité extraordinaire de pouvoir avoir ce réseau qui est très rapidement mis en place. Et comme on l'a dit dans d'autres conversations, les gens qui ont un certain pouvoir, ce sont des gens qui, jeunes, ont déjà eu la possibilité de créer cette petite toile, d'avoir ces réseaux autour d'eux, et ce sont ces tentacules qui ont déjà été avancés à gauche et à droite, qui leur permet à un moment donné de se présenter au grand public et au grand jour. Donc c'est ça un petit peu avec les réseaux sociaux maintenant, je pense que les gens ont un potentiel extraordinaire pour se tisser des contacts et pouvoir peut-être mieux rentrer dans une vie active qui sera, je vais dire, alimentaire, qui va leur permettre de gagner leur croûte. Je pense qu'effectivement, avoir des réseaux le plus large et le plus diversifié possible peut être une force. Et internationaliser vos réseaux aussi. Beaucoup de jeunes maintenant voyagent de plus en plus, pas nécessairement en ayant de
de gros besoins financiers, de voyage, mais ils trouvent à loger, j'ai des amis de réseau dans les pays voisins, etc. Ils peuvent aussi se renseigner rapidement sur telle ou telle opportunité qui s'est présentée, ou telle personne qu'ils ont rencontrée, ou faire des groupes thématiques aussi, des groupes de réflexion thématique, etc. Cela dit, les réseaux sociaux ne sont quand même pas la panacée, parce qu'il y a aussi beaucoup de bêtises qui sont écrites sur les réseaux sociaux, et parfois des gens sont très satisfaits de leur propre jugement, simplement parce qu'ils l'ont exprimé sur Facebook dans le cadre d'une espèce d'escalade à l'ironie que l'on trouve, une espèce de dynamique que l'on trouve dans les conversations sur les réseaux sociaux. Et ce n'est pas nécessairement une exemplarité dans l'intelligence. Il y a aussi des cas de harcèlement sur les réseaux sociaux et d'effets négatifs. Enfin, globalement, les réseaux sociaux sont certainement une force. Et pas seulement les réseaux électroniques, mais le fait d'avoir des réseaux, et surtout de diversifier des réseaux, d'avoir des réseaux un peu de cercles différents, je trouve ça un plaisir. Il y a des gens qui sont toute leur vie avec leurs mêmes trois copains, toute leur vie, voilà, c'est la fidélité en amitié, c'est très beau. Mais parfois, je retrouve des gens que j'ai plus vus depuis 40 ans, et je vois qu'ils sont toujours un peu dans le même cadre, dans le même quartier, le même monde, les mêmes amis, les mêmes idées, etc. Bon, moi, je pense pouvoir dire que j'ai plusieurs cercles. Mais ça, on voit, tu as expliqué un petit peu au départ l'université, on a vu les intérêts que tu avais. Et puis je suis devenu journaliste, ça m'a appris beaucoup de choses aussi, en allant dans des reportages sur le terrain, en Belgique ou ailleurs, l'actualité sociale, les réunions internationales, etc. Donc c'était assez passionnant de traverser de haut en bas et de bas en haut l'échelle sociale. Et je trouve qu'il faut essayer d'avoir cette passion de rencontrer le plus de gens possible. Et c'est quand même un des éléments importants de mai 68, c'est que des gens qui ne se seraient jamais parlé se sont mis à se parler, à faire le monde dans les cafés, les amphithéâtres, etc. Oui, mais ça c'est mai 68, donc tu mets le doigt sur un ouvrage dont on va parler, qui est donc Herbert Marcuse, qui est tout compte fait, comme je l'ai dit dans une autre conversation, ce roulement de tambour que des gens ont été chercher et ont porté à l'oreille d'autres personnes. Mais qui est ce Herbert Marcuse? Alors Marcuse, c'est vraiment... Herbert Marcuse, c'est un type qui naît à la fin du XIXe siècle à Berlin, dans une famille juive allemande plutôt bourgeoise, mais qui se politise assez vite en ayant des sympathies pour la gauche de la social-démocratie qui va devenir le mouvement spartakiste, communiste, etc. Et qui ensuite est passionné par la littérature et la philosophie. Puis, comme beaucoup de juifs, il est obligé d'émigrer, il quitte les États-Unis en 1933 et il va s'établir aux États-Unis. Et il va essayer de s'adapter à la vie américaine et finalement trouver un emploi de prof de NIF après avoir travaillé dans des centres de recherche, ce qu'on appelait l'école de Francfort, qui a été transplantée aux États-Unis. Mais c'était un professeur assez peu connu, en tout cas en Europe. Et à partir des années 50, il a une excellente connaissance de l'histoire de la philosophie, il s'est spécialisé dans Hegel, dans les philosophes de la théorie critique, dans le marxisme. Il complète sa formation avec le freudisme et la psychanalyse, et il tente de faire la jonction entre Marx et Freud à travers ce livre du milieu des années 50 qui s'appelle Eros et civilisation, qui est publié d'abord aux États-Unis et qui est ensuite traduit en Allemagne et en France, mais qui connaît, qui est publié aux éditions de Minuit, mais qui connaît pas un gros succès de librairie, mais en revanche qui va avoir une certaine influence sur des milieux intellectuels d'extrême gauche, un peu libertaires, un peu pensant out of the box et cherchant la nouveauté. Et donc il fait une critique radicale du marxisme, mais il fait aussi une critique du freudisme, en disant que Freud, au fond, a un
peu sanctifié le principe de réalité, et le principe de réalité, c'est brimer les instincts de vie, les instincts créatifs, et donc finalement la philosophie de Freud est assez conservatrice et elle est normalisatrice. Et il voit autour de lui la société américaine vivre à la fois dans l'abondance, un haut niveau de développement économique, dans un surinvestissement dans l'armement, dans une guerre qui n'en finit pas au Vietnam, et en même temps dans un système de formatage des individus à travers la publicité, une espèce d'optimisme de commande qu'on observe vraiment dans l'attitude des Américains, de l'Américain moyen. Et donc il va dénoncer cela dans un livre qui s'appelle L'homme unidimensionnel, qui va alors être traduit en Allemagne et en France aussi, et qui va sortir fin avril de 1968. Marcuse avait commencé à être connu par certains intellectuels français dans les années, fin des années 50, et il a été invité ponctuellement à faire des conférences à la Sorbonne ou à l'école des pratiques des hautes études, mais à ce moment-là, c'était vraiment des minorités qui connaissaient son œuvre. Certaines conférences qu'on peut retrouver sur YouTube, qui sont publiées. Oui, oui, mais je pense que Marcuse a eu d'abord une influence plus forte et plus précoce sur l'extrême gauche allemande, la gauche étudiante allemande qui était beaucoup plus structurée que du côté français, où du côté français, il y a des tas de petits groupes, chapelles, trotskistes, maoïstes, libertaires, anarchistes, etc., qui s'excluaient les uns les autres, qui ne se sont jamais vraiment fédérés. Donc il y avait une influence sur les leaders du mouvement de la gauche radicale allemande, qui donc a fait une lecture de Marcuse qui était nettement politique, et Marcuse se rendait régulièrement en Allemagne pour établir le contact avec eux et pour participer à des débats et à des conférences, notamment à l'Université libre de Berlin ou à Francfort, etc. Alors, ce qui est assez passionnant dans mai 68 et qui est à mon avis sous-estimé par beaucoup de travaux de recherche, c'est que mai 68, la France n'est pas une île et la France n'a pas inventé mai 68 toute seule. À elle toute seule, comme peut-être elle avait inventé la révolution et les droits de l'homme 2 siècles plus tôt. C'est pas du tout comme ça. D'abord, il y a un mouvement aux États-Unis, un mouvement étudiant et un mouvement noir et un mouvement féministe qui arrivent plus tôt et qui vont s'étendre plus longuement, disons du milieu des années 60 jusqu'en 1972, avec la défaite du candidat de la gauche, du candidat démocrate nettement à gauche, qui s'appelait George McGovern et qui est battu par Richard Nixon. Donc toute cette période, c'est la montée en puissance de la guerre du Vietnam, c'est les manifestations sur les campus, une répression parfois très dure et mortifère sur les campus, les émeutes des Noirs, l'assassinat de Luther King, etc. Donc le mouvement étudiant américain était fort et était plus long. Du côté allemand, il était à mon avis plus nettement politisé, plus dur, plus critique encore que du côté français pour le fonctionnement de la société allemande, l'héritage d'Adenauer, la manière dont on avait digéré le nazisme, etc. Enfin, et les rapports avec l'Europe de l'Est. Donc il y avait à la fois une attitude très critique vis-à-vis du capitalisme occidental qui s'épanouissait en Allemagne de l'Ouest, et très critique vis-à-vis du marxisme de type soviétique qui s'incarnait aux portes de Berlin, en Allemagne de l'Est. Je vous parle d'un temps que j'ai moins de 20 ans, etc. Donc, et alors, ce qui est fascinant, c'est que les Allemands suivaient bien entendu ce qui se passait aux États-Unis, et d'autres étudiants d'autres pays aussi, bien sûr, mais Marcuse avait une capacité de dénoncer le système américain qui avait plu aux Allemands,
Et il y avait alors des personnages dans l'intelligentsia d'extrême gauche française qui lisaient à l'allemand et qui avaient, comme Frankel, comme Axel Oz, comme Bendit. Cohn-Bendit lisait peu, mais les autres beaucoup. Et donc c'est un peu comme ça que il y a eu des influences des étudiants allemands sur certains milieux intellectuels jeunes, de la jeune intelligentsia en France, et que Marcuse a pu pénétrer aussi dans certains milieux. À travers Héros et Civilisation, version allemande, qu'il y a eu un intérêt à Paris, et puis finalement qu'ils l'ont traduit aux éditions de Minuit. Et alors, donc, c'est un peu de manière souterraine que Marcuse a pu avoir une influence indirecte sur le mouvement de mai, mais il ne faut pas imaginer Marcuse comme une espèce de grand agitateur, grand tribun, etc. C'était un professeur qui était déjà dans la dernière partie de sa vie lorsqu'il a sorti l'homme unidimensionnel. C'est une espèce de testament d'analyse de l'évolution de la société américaine, mais en extrapolant la société capitaliste occidentale. Et ce qui a plu dans cette œuvre, c'est d'abord la capacité de renouveler l'analyse marxiste à travers le concept de système et de voir comment le système peut être englobant et à sa façon totalitaire, par la manipulation, par la normalisation, par une certaine façon de pratiquer la psychologie, c'est-à-dire l'assertivité, l'adaptabilité, la gentillesse de tous azimuts, etc. Et donc il a été surpris par son succès. Son livre L'homme unidimensionnel, en quelques semaines, a été un record de vente et est devenu un livre à la mode, nonobstant la fin de la récréation que le général de Gaulle avait sifflé en disant maintenant on arrête les dégâts, on va aux élections et c'est terminé. Donc Marcuse a eu une influence en amont, mais qui est difficile à évaluer. Il y a des ouvrages intéressants, et des recherches intéressantes qui ont été faites sur la réception de Marcuse en France à partir des années 50. Là aussi, ce sont des réseaux, souvent en dehors de l'université officielle, de l'établissement officiel qui travaillent à toutes ces questions. Et puis, après les événements de mai, donc après la révolte de mai à la française qui dure un bon mois, disons, Marcuse reste un auteur qui est lu, analysé, qui fait l'objet de thèses, de mémoires, etc., jusque vers 1972-73. Et puis, après, bien qu'il ait publié d'autres livres, ça décline et ça devient un penseur un peu oublié. Et donc, le nombre d'analyses et d'ouvrages qui lui sont consacrés a nettement diminué, en tout cas du côté francophone. Alors, comme j'avais lu Marcuse à l'époque, comme j'avais ses ouvrages, quasi tous, je me suis demandé si, puisqu'on allait fêter les 50 ans de mai 68, s'il n'était pas temps de rendre justice à ce philosophe quand même extrêmement érudit et extrêmement courageux, qui n'a vraiment pas eu la vie facile aux États-Unis en raison justement de son engagement politique et de la radicalité de ses idées. C'était un peu trop qu'il soit tombé dans l'oubli. Donc voilà ce que j'ai proposé pour les gens qui s'intéressent à la vie, au mouvement des idées, et pas seulement aux péripéties de mai 68 ou aux photos, je sais pas quoi, de voir honnêtement d'apprécier quel rôle à son corps défendant même il aurait pu jouer. C'est vrai que dans le cadre de mai 68, en 2018, mai 68, c'est vrai que pas beaucoup d'auteurs qui ont traité le sujet n'ont parlé de ce Herbert Marcuse. Et je dois dire, c'est ça un petit peu qui m'a interpellé, mais qui m'a plu évidemment dans votre démarche, et de vous inviter à venir en discuter aussi. C'est parce que justement, vous avez été chercher ce roulement de tambour, comme je dis toujours, pour le faire à nouveau résonner.
Et c'est un petit peu votre vision et votre analyse du personnage et aller rechercher toutes les manifestations qu'il avait observées à l'extérieur et qui nous amène à nouveau donc dans notre région, en Occident, ici en France plus précisément. Aller trouver un éditeur avec un sujet pareil, c'est pas évident. Ah non, s'agissant de l'édition en Belgique, il y a beaucoup à en dire parce qu'il faut être déjà en soi courageux pour être éditeur dans un marché aussi restreint que la Belgique francophone, même s'il y a quelques ventes qui se font en dehors de la Belgique, vers la France, peut-être le Québec, la Suisse ou l'Afrique. Sauf en bande dessinée ou dans certains autres domaines qui marchent bien. Donc la plupart des éditeurs belges francophones sont des gens courageux et pas très soutenus par la presse quotidienne, enfin trop peu à mon avis, comparativement à ce qui se passe au Québec ou en Suisse. A fortiori, pour un genre non commercial, moi, essentiellement, mes productions relèvent du genre non commercial. Donc, c'est pas des grands tirages, c'est pas des grands succès de librairie, c'est pas de l'enrichissement personnel. Donc, je suis très heureux que la maison CEP publie de la philosophie et donc ça les a intéressés et je salue le courage de cette maison d'édition où je n'avais jamais publié et qui me paraît très motivée. Une maison d'édition qui est située à Charleroi. Oui. Une maison Carolo. Oui, c'est extraordinaire de voir qu'il y a encore des maisons d'édition qui se lancent, parce que c'est une maison qui a 2 ans, 3 ans maintenant. Oui. Donc qui attrape un certain, je veux dire, aura. De fait, justement, ils se sont bien spécialisés dans des créneaux bien déterminés. Et je dois dire que l'ouvrage en question ici est très porteur. Je pense qu'un de ses administrateurs ou un de ses fondateurs vient aussi d'écrire aux mêmes éditions donc, sur le cinéaste dans la cité. Donc c'est Richard Miller, je pense, qui est un homme, je vais dire, qui défend ses convictions, mais qui défend aussi ses passions, même autres que celles dont on le connaît très bien. Mais là, sa passion du cinéma, il l'exprime là-dedans aussi. Et je dois dire, c'est un bel ouvrage que vous avez là. C'est vrai que vous entendre le présenter, j'ai déjà entendu une fois ou deux. C'est vrai que vous n'êtes pas répétitif, vous avez toujours une anecdote ou l'autre à venir nous citer, nous parler. Je dois dire, vous avez bien étudié le sujet. Ça vous a pris combien de temps pour le préparer, cet ouvrage? Oh, ça a été un travail intensif de 4 mois environ. Mais j'avais l'avantage d'avoir déjà lu Marcuse, autour de Marcuse, dans les années 60, donc, et au début des années 70. Donc je me suis replongé dans mon Marcuse, j'ai relu les œuvres, je voyais où j'avais annoté, cité, les petits bouts de papier que j'avais écrits, etc. Donc c'était aussi un petit voyage dans mon propre passé que de faire cette rédaction. Mais en même temps, j'ai fait des recherches, des découvertes par l'internet ou par d'autres voies de ce qui avait été écrit depuis lors et de ce qu'on avait trouvé, de ce que j'ai pu apprendre sur le parcours plus en détail de la vie de Marcuse et les péripéties de sa vie, sur le personnage, sur le contexte politique les contextes politiques dans lesquels il a dû évoluer. Et donc j'ai essayé de raconter ça en trois parties. Une partie qui est la vie de Marcuse avec le cadre dans lequel ces épisodes de vie évoluent en marquant chaque fois la date des œuvres en version originale et si possible en traduction. Puis une partie plus centrale qui est plus philosophique, qui est vraiment dans le raisonnement philosophique de Marcuse, la manière dont il se situe par rapport à Hegel, par rapport à Marx, etc. Et puis une partie plus sur mai 68, Marcuse après Marcuse, mai 68 après mai 68, un petit résumé des analyses des événements de mai, mais surtout des influences intellectuelles qui ont eu lieu avant, et des analyses ex post qui ont été faites pour expliquer mai 68.
et comment aussi la figure de Marcuse a évolué dans ce contexte des analyses de mai 68. Et je pense que finalement l'intelligentsia de post-68 tarde, à partir des années 80, a rejeté Marcuse, considérant que c'était un cocktail, que le cocktail entre le freudisme et le marxisme, c'était hybride, ça ne tenait pas la route, c'était un ovni en philosophie, enfin donc... alors il y en a qui parlent de manière condescendante de Marcuse, qui ironisent ou qui en font juste une petite note en bas de page, et il y en a d'autres qui racontent leur rencontre avec Marcuse ou leur débat avec Marcuse, comme c'est le cas de Raymond Aron par exemple, même s'il n'était pas d'accord, mais il le considérait comme un interlocuteur. Et donc tout ça avait un côté un peu romanesque aussi. Et donc j'essaie de faire des ouvrages assez narratifs, vous savez. Même ça on le ressent, parce que bon, c'est ça un petit peu, comme vous l'avez dit tantôt, vous avez été refouillé dans d'anciennes notes. C'est pas comme quelqu'un qui va faire un travail sur le sujet maintenant et qui va devoir faire des fouilles et découvrir ce que d'autres ont écrit. Vous aviez déjà médité sur le sujet il y a des lustres. Et ça se ressent de suite, parce qu'encore une fois, c'est la bonne base, c'est le bon ciment pour partir sur l'ouvrage que vous avez écrit, quoi. Et c'est ça qui le fait ressortir par rapport à tout ce qui a été écrit sur mai 68. C'est justement ce fondement-là que vous avez été recherché et sur lequel vous avez alors... Bon, le personnage reviendrait maintenant, ou bien il vient maintenant. Que serait-il de la société? Je pense qu'il dirait mes analyses sont toujours hélas vraies parce que le système néocapitaliste se déploie avec encore plus d'ampleur et de cynisme qu'il ne s'était déployé avant, puisque sa sphère s'est étendue à la Russie, à la Chine, à une grande partie du tiers-monde, et que la probabilité d'une révolution au sens où on l'entendait dans le XVIIIe et XIXe siècle est probablement plus possible. La classe ouvrière, comme il l'avait vu aussi, a évolué, elle a diminué numériquement et n'est plus intéressée de faire la révolution. Et la coalition à laquelle il songeait, c'est-à-dire la coalition des étudiants, des minorités ethniques, des femmes, des homosexuels, etc., de toutes les minorités, qui portent un regard encore plus extérieur sur le système qui fonctionne, au moins à certains moments de leur vie. Cette coalition a pu exister aux États-Unis à la fin des années 60, mais n'a pas eu de traduction politique, et elle a moins que jamais de traduction politique. Il s'est trompé en ce sens qu'il n'a pas prévu, il a écrit un livre sur le marxisme soviétique qui est très critique sur le rapport à la réalité et le discours sur la réalité qui émanait des autorités communistes officielles. Mais il n'avait pas prévu que le système s'écroulerait, comme l'avait prévu Hélène Carrère d'Encausse ou d'autres. Donc, sa lecture critique du marxisme garde une certaine pertinence s'agissant des régimes marxistes qui subsistent encore aujourd'hui. Enfin, il n'y en a plus beaucoup, mais bon, la Corée, Cuba, etc. Il a assez peu voyagé finalement, et c'est un peu ce qui lui a manqué. Je crois qu'il aurait pu aller voir vraiment dans le tiers-monde comment ça se passait. Il aurait pu écrire un grand livre sur l'Europe, parce que finalement, L'homme unidimensionnel, c'est un livre sur l'Amérique. Et je pense que la manière dont l'Européen se situe par rapport à la chose publique n'est pas la même que celle de l'Américain. En plus, il y a un bipartisme aux États-Unis qui limite les choix. C'est deux partis, forever and ever. Impossible de créer un troisième parti. Il y a un lien aussi avec l'argent, etc. En Europe, vous avez quand même une certaine souplesse. C'est que dans la plupart de nos régimes, il est possible que des partis disparaissent, que d'autres apparaissent. Et donc, il y a une diversification de l'offre politique quand même, et donc de la traduction politique dans les assemblées parlementaires. Il y a aussi une tradition critique de l'européen et
une connaissance de ces sédimentations historiques qui en général est plus effective que au Canada ou aux États-Unis, ou dans les références. Je ne pense pas qu'un Trump pourrait être élu en Europe. Trump est un exemple de misère culturelle qui est porté au pinacle, avec en plus, comment dire, une vague d'anti-intellectualisme. Et je crains quand même fort l'évolution vers un certain anti-intellectualisme et les idées gnacas, les idées toutes faites, c'est le pouvoir de la masse alors. Oui, mais comme on voit actuellement, comme ça s'est passé en Italie, c'est terriblement affligeant. Un pays si fin, si cultivé, qui a des dirigeants qui fonctionnent par simplification, par anti-humanisme finalement, c'est assez effarant. Enfin, on peut espérer que ces expériences-là ne durent pas trop longtemps, mais si ça devient la norme, évidemment, ça devient vraiment très tangent. Ça veut dire que heureusement, nous avons dans nos sociétés encore des jeunes qui ont un esprit perspicace, qui savent, ils ont une puissance d'analyse, mais encore une fois, faut-il qu'ils puissent se faire entendre et qu'ils puissent se faire connaître. Est-ce qu'il y a, je veux dire, des tremplins qui existent? Est-ce que c'est la presse? Est-ce que c'est... comment peuvent-ils s'exprimer? Le nombre de jeunes qui ont envie de militer dans un parti politique tel que fonctionnent actuellement les partis politiques est très limité. Bon, c'est dû à quoi? Si on veut, jadis, si on voulait faire la politique, être influent en politique, ben, on s'inscrivait dans un parti politique et puis on naviguait là-dedans. Je crois que les partis politiques se sont complètement caporalisés, que ce qu'on demande à un jeune qui arrive, c'est de parler le langage existant, de se laisser formater comme le parti veut qu'il soit formaté. On veut des suiveurs plutôt que des leaders. Et il y a quelques personnalités dont on veut faire la carrière et qui sont les leaders, parce que dans tous les partis, et même à gauche, je suis frappé quand même comme le culte du chef est important dans les partis de gauche en Belgique, ou dit de gauche. Et donc, ce qu'on demande aux jeunes, c'est d'apporter, de militer en rendant plus riches en voix ceux qui sont déjà riches en voix. C'est un principe typiquement capitaliste, c'est que les plus riches soient encore plus riches. Donc le bon militant est celui qui fait en sorte que celui qui a déjà fait beaucoup de voix de préférence puisse encore en faire plus la prochaine fois. Et éventuellement, s'il est élu, si le jeune militant est élu, c'est mieux parce que quand même il faut qu'il fasse place aux jeunes. Mais vous pouvez observer, dans beaucoup de partis, les jeunes qui montent vite sont des jeunes qui soit ont eu un parrain politique qui les a distingués parce qu'ils sont particulièrement brillants ou doués, ou soit tout simplement parce qu'ils sont les fils d'eux. Donc il faut revoir de fond en comble le fonctionnement des partis politiques. Il faut qu'il y ait un vrai observatoire de la démocratie interne des partis politiques. C'est très rare que les journaux s'intéressent à la manière dont fonctionne la démocratie interne des partis politiques. Il y a eu récemment une enquête dans le Soir sur le rôle des présidents de parti, comment se passent les réunions de bureau, comment tous ces machins se passent, comment on fabrique les listes électorales, toutes ces choses-là. Pourquoi un tel a été choisi plutôt que tel autre. Tout ça, vous pouvez aller sur les sites et lire les statuts, mais en fait, vous n'avez pas appréhendé la question. Donc, je crois que les jeunes, alors, ont soif d'autres, donc ils ont plutôt soif de s'intégrer dans un syndicat ou dans un mouvement de type nouveau, comme Nuit debout, les Indignés, les mouvements. Là, ce n'est qu'une branche, ce n'est qu'un quartier de la Tarte qu'on fait. Ce n'est qu'un quartier de la Tarte. Ou alors ils peuvent se mettre dans le monde de la finance aussi. Ils peuvent se lancer dans le monde de la finance. On peut avoir de l'influence dans le monde de la finance, mais ça n'est pas. Enfin, c'est une autre manière de faire de la politique. Oui, mais bon, on était là avec ces jeunes qui ont des idées à défendre, qui veulent. Il n'y a peut-être pas spécialement que la politique qui peut leur permettre de s'affirmer. Encore une fois, ils peuvent. Une autre question, c'est de savoir quel est exactement le poids de la sphère politique sur le monde comme il va. Oui. N'est-ce pas ? Le pouvoir des gouvernements nationaux est de plus en plus restreint et le pouvoir du politique ou des parlements par rapport
aux puissances économiques et financières s'est rétrécie. C'est l'autorité publique qui gémit pour que les capitalistes viennent investir chez eux, plutôt que l'autorité politique qui puisse conduire une politique économique solide, créatrice d'emplois, etc. Donc il y a des possibilités d'action. Il y a des mouvements sociaux qui se créent spontanément par enjeu aussi, comme la plateforme citoyenne pour les réfugiés, les sans-abri. Il y a d'innombrables possibilités d'engagement sociaux contre la pauvreté, etc. Mais actuellement, il n'y a pas de... Tout ça ne se coagule pas dans l'émergence d'une nouvelle force politique. Bon, ce qui s'est passé en France est assez inhabituel, mais je ne sais pas combien de temps ça durera. Est-ce que c'est un fan club ce truc, ou est-ce que c'est vraiment un mouvement créatif, vraiment innovant, original, ou est-ce que c'est simplement le soutien à une personnalité? Donc je trouve que le mouvement le plus nouveau et imprévu, c'est la NVA en France, où vous avez en Flandre, où vous avez un électorat assez volatile qui change assez vite de trend, alors que l'électeur en Wallonie est beaucoup plus stable en général. Je crois que peu de gens ont envie de créer un parti politique, parce que ça paraît hors d'atteinte. Bon, ça commence à bouger sur la création d'entreprises, parce qu'on n'a pas été non plus été éduqué à pouvoir avoir l'idée de créer sa propre entreprise. Mais ça commence. Il y a des jeunes qui ont des idées de créer leur propre entreprise et qui se débrouillent avec le réseau, avec le crowdfunding, etc. Et tant mieux s'il devient plus facile de créer son entreprise ou une entreprise dans un domaine qui soit d'intérêt collectif. Mais créer un parti politique, ça paraît tout à fait hors d'atteinte. Mais bon, le système actuel n'est pas satisfaisant du tout, et la perception qu'ont les gens est que, quelles que soient les couleurs politiques, le personnel politique forme une sorte de caste ou de classe, ce qui n'est pas tout à fait exact, mais en fait c'est comme ça que c'est perçu. Donc je pense que malheureusement, si nous n'avions pas le vote obligatoire, moi je suis un partisan résolu du vote obligatoire partout en Europe, et si nous n'avions pas le vote obligatoire, nous aurions sans doute un déclin de la participation aux élections encore plus flagrant, et donc une perte de la légitimité des élus. Sur le bureau de Renaud Denuy, sur son écritoire, sur son bloc-notes, il réfléchit à quoi pour le moment? Quel est son prochain ouvrage? Est-ce qu'il y travaille déjà? Je suis engagé pour faire une communication sur les traditions littéraires en Belgique francophone, les traditions familiales en littérature belge francophone. Bon, je ne sais pas encore, peut-être ça deviendra un livre ou une partie de livre. Je voudrais sortir quelque chose sur, en ce qui concerne l'Europe, donc j'avais fait un gros livre sur la culture, la politique culturelle européenne. Je voudrais faire quelque chose sur l'Europe de l'éducation, de la recherche, Erasmus, de Bologne, toutes ces choses-là, qui soient assez complets et accessibles. Parce que je pense que bon, l'Europe est très critiquable pour toute une série de choses, mais il y a quand même des réalisations qui méritent d'être mieux connues, qui sont connues trop superficiellement. Donc, et puis j'aimerais bien écrire quelques romans, j'ai des idées pour 3-4 romans, j'ai des matériaux pour 2-3 livres de poèmes, donc j'ai de quoi m'occuper. Donc ce n'est pas des cadavres que vous avez dans votre tiroir, mais des squelettes que vous allez remplir petit à petit. Vous avez déjà les colonnes vertébrales de l'un ou l'autre roman. Je n'ai pas encore été relire les romans que j'ai écrits quand j'avais 17 ans, il y en a une dizaine, et je ne sais pas si... Oui, c'est parfois surprenant. Je ne sais pas si je vais les relire et s'il y a des matériaux pour faire un roman ultérieurement. Donc j'ai des idées pour des romans qui n'ont rien à voir. Mais oui, bon, oui,
ce qu'il y a sur mon bureau. Il y a aussi maintenant un mémoire ou deux d'étudiants, il y a des journaux, des articles, des revues, Donc les journées sont courtes. Il y a toujours de quoi s'occuper. Les journées sont courtes. Oui, sans doute, les journées sont courtes. Les journées sont courtes. Mais il faut... Il n'y a pas que les livres dans la vie, il y a les personnes, Voilà, les visages, les amis. C'est pour ça, c'est ce que nous faisons ici, les personnes. C'est très important, les personnes. Voilà. Donc, les enfants, les amis, la vie dans la nature, les voyages, tout ça est au moins aussi important. Et donc je ne suis pas trop monoculturel ou unidimensionnel, si je puis dire. J'essaie de me diversifier moi-même dans mes activités. Eh bien, Renaud Denuy, je vous remercie d'être venu chez nous. C'est avec plaisir. On a échangé un peu à tous azimuts et c'était un très très grand plaisir de vous recevoir. Mais c'était un plaisir partagé. Au Merci plaisir. beaucoup. À bientôt. Bonne chance pour la suite.